Bonjour à tous. Allô. Bienvenue sur cette conférence dédiée à la gestion de contenu, indispensable levier de conquête des marques et des médias. Je suis aujourd'hui heureux de présenter, de co-animer avec Marc un panel avec représentatif de 4 éditeurs de solutions. Le principe de cette conférence va être, au regard de l'expérience de notre panel, de pouvoir les faire parler sur l'expérience client, la gestion de contenu. Dans un premier temps, se présenter rapidement. Moi-même, je suis Frédéric Senui, DG d'Activo Consulting, une société de conseil et d'accompagnement sur les métiers du digital et de la stratégie. Et donc, je remercie grandement Marc de m'accompagner en co-animation, Marc Wolf. Bonjour. Un petit coup. Ça fait 20 ans que je fais de la dématérialisation, de l'archivage, de la gestion de contenu, avec une société d'intégration Aéro, et puis désormais avec un éditeur de logiciels en SaaS. Et merci Fred pour l'invitation. Avec plaisir Marc. Et vous le verrez à la fin, mais Marc est également à suivre, un grand podcasteur sur tous ces sujets de gestion de contenu. Et donc maintenant, effectivement, le plaisir finalement de présenter notre panel. Donc, je te laisse l'honneur de commencer, Marc. Oui, alors, le panel, tu veux dire les invités du panel. Donc, voilà, nos quatre invités. Alors, on va attaquer. On a un super panel aujourd'hui. Je vais commencer par la gauche avec Sidecore, représenté par Laurent Bouteiller. Laurent. Bonjour à tous, donc Laurent Bouteiller. Merci de m'avoir invité dans ce panel. Donc, je suis responsable commercial chez Sidecore et ravi de participer et de répondre à ces questions. Et merci pour l'invitation. Après, je vais continuer avec Yvelise Lebon. Je te laisse te présenter et merci de se joindre à nous. Oui, merci de votre invitation. Je suis Yvelise Lebon, donc présidente de Compo Julio, et ravie d'être avec ses partenaires autour de la table pour discuter de la gestion de contenu. Maintenant, une grande connaissance, Isabelle. Merci aussi de se joindre à ce panel. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, merci aussi pour l'invitation. Isabelle Belleret-Riel, donc moi je suis en charge du développement commercial des solutions Dalim sur l'Europe. Dalim, on est éditeur de solutions logicielles pour tout ce qui est gestion, production de contenu. Et maintenant, notre guitariste émérite, je te laisse Marc. Oui, donc pour Nuxeo, venu du Nord natal, Grégory Carlin. Présente-toi Grégory. Ouais, bonjour à tous, très content d'être avec vous aujourd'hui. Donc je suis pas du Nord natal, je suis troyen, je tiens. Je suis donc de la société Nuxeo. J'appartiens à l'équipe produit et j'appuie tous nos partenaires dans le monde pour déployer notre solution sur des problématiques de DAM particulièrement. Bon, merci bien en tout cas à tous de cette courte présentation. On va dire la suite de notre présentation va s'articuler sur une première introduction que je vais vous faire sur un peu la gestion de contenu et les enjeux actuels pour les marques. Puis chacun d'entre vous aurez l'occasion de pouvoir présenter rapidement ce que fait donc votre société en tant qu'éditeur de solutions, avec on va dire une mise en valeur assez rapide en tout cas de la solution, qu'elle soit DAM, PIM, CMS ou en tout cas plateforme collaborative. Et enfin, nous terminerons, et là le plus intéressant, avec Marc, on a préparé un certain nombre de questions. Et l'idée, bien entendu, de cette conférence, c'est qu'elle se veut complètement interactive. Vous aurez bien entendu le loisir à tout moment de pouvoir poser des questions. Comme vous le savez, c'est un événement qui se veut 100% digital. Et bien entendu, cette présentation qui va être rediffusée sur les plateformes du site All for Content, vous aurez la possibilité d'agrémenter tout au long de la journée de vos questions. Alors, finalement, avant de commencer cette introduction, j'ai voulu, pour remercier notamment Marc. Marc, si tu peux, effectivement, tu nous as présenté effectivement ton rôle au sein de Strato, mais rapidement nous repréciser un petit peu finalement tout ce qui fait l'ADN de Strato et puis surtout ton expertise depuis une vingtaine d'années. Oui, merci Fred. En effet,
Moi, j'ai démarré dans les années 2000 avec de l'intégration de plateformes dites ECM, Enterprise Content Management. Donc, ce rêve, de vendre une plateforme unique par grande entreprise pour fédérer tous les types de contenus, les conserver dans le temps, les rendre exploitables. Voilà, un rêve qui a bien vécu, un rêve qui a vécu, et désormais. Devant l'accroissement des contenus digitaux, de leur production, de leur rétention, de leur utilisation, émergent différentes sous-parties, différentes expertises. Ce panel est composé d'experts, de sociétés qui interagissent beaucoup sur les contenus marketing. On pourrait y revenir un peu plus tard. Quant à Strato, c'est un éditeur qui fait tiers archivage numérique à valeur probante. On a choisi de le faire sur un cloud souverain en France. On est plus spécialisé sur les documents de gestion. On est assez loin des contenus marketing particulièrement bien gérés par nos panélistes. Mais c'est pas grave, puisque de toute façon, ce qui nous unit, c'est que tous autour de cette table virtuelle, nous aidons nos clients à réunir du contenu, à l'archiver, à le sécuriser, à le gérer sous différents types de rendus et en tirer une utilisation contextuelle la plus efficace possible. Alors, bien évidemment, nos panélistes ne sont pas ISO. Ils ont tous des points d'excellence, des points d'attaque du marché, des particularités qui font que leur solution se démarque et s'impose. Voilà. Ça, c'est ce que nous verrons effectivement dans une deuxième partie. Donc, pour prendre la suite, ce que j'ai voulu un petit peu, c'est reprendre, puisqu'on on est toujours dans une période un peu spécifique avec cette pandémie, mais je crois qu'on est tous acteurs aujourd'hui autour de la table du fait que le digital a vraiment eu l'occasion d'avoir un boom exceptionnel, et une très bonne étude là, de chez Twilio montre qu'effectivement, pour la plupart des décideurs, ça a été soit un accélérateur, soit en tout cas le moment de pouvoir enfin démarrer sa transformation digitale, et ce, bien entendu, quel que soit le type de plateforme. J'aime bien aussi cette étude qui reprend d'Oberlo, qui reprend en fait un certain nombre de synthèses du marché, où là aussi, on va enfoncer un peu des portes ouvertes, mais globalement, on sait que le e-commerce, on va dire, est en progression à autour de 15% par an en France, autour de 40% par exemple aux US. Il est monté jusqu'à plus de 70% aux US, et on est autour des 40% en France. Donc, bien entendu, c'est une accélération de la gestion de contenu, puisque le site e-commerce n'est que la matérialisation d'une structuration de la donnée, qu'elle soit image, aussi bien que data et analytics. Voilà. Donc ça, ce sont des chiffres qui sont effectivement importants et qui ont conduit un certain nombre d'acteurs du marché, des marques en particulier, d'investir dans des solutions. Avec toujours aussi finalement en fond de tâche ce besoin au travers d'une solution digitale, d'aller un petit peu plus loin, puisqu'on parle d'aspect collaboratif, et finalement, que l'on soit au bureau, chez soi, ou quel que soit l'endroit dans le monde, et à un moment donné, on va pouvoir en tout cas collaborer très facilement à travers des process métiers qui sont quelquefois complexes, et on doit s'affranchir effectivement durant cette période le fait de se rencontrer, et donc la mise en valeur en tout cas de ces outils-là, avec un seul leitmotiv qui est bien entendu au service de la marque. Un autre point, alors bon, chaque fois, vous voyez, dans tous les cas, dans cette présentation, vous retrouverez l'ensemble des liens et des études qui ont été faites là, à travers ces divers organismes ou éditeurs. Celle-ci est intéressante, d'ailleurs publiée par Nuxeo, sur l'importance de la gestion de contenu liée à l'image et la vidéo. Et notamment, une chose qui est intéressante dans cette étude, c'est qu'on voit véritablement l'engagement maximal autour des réseaux sociaux. Si vous lisez cette étude dans le détail, vous verrez que les réseaux sociaux sont vraiment en point, avec plus de 60% d'expression de besoin aujourd'hui des marques, très très en avant de solutions, enfin de publications print, même si bien entendu le print a eu aussi son mot à dire et son expansion. L'autre point qui est non négligeable, et je pense qu'on en est tous convaincus, et je pense que nos amis sur notre panel pour en être témoins, c'est la pénétration de plus en plus des stratégies de cloud avec des capacités de déploiement. Et là, on est vraiment dans
et en tant que moi consultant, j'ai pu le voir aussi sur le marché, il y a les gagnants qui sont vraiment en full cloud, et puis ceux qui ont éventuellement, dans certains cas, même perdu un peu de marché parce qu'ils n'ont pas cette stratégie de cloud. Donc là, on est au-delà même des 90% reportés par Gartner. Un petit point aussi qui est intéressant, une autre étude de chez Mulsoft, en fait, qui finalement, et là c'est une des questions que nous aurons à poser à notre panel, c'est finalement dans cette tendance d'acquisition d'outils digitaux, on retrouve quand même cette persistance à la multiplication des outils. Et l'étude est assez flagrante là chez Mulsoft, puisque même chez des acteurs du numérique, on s'aperçoit, et je pense qu'on en est tous témoins, même si encore, je le voyais cet après-midi, je travaille avec des clients, on a des DAM, on a des PIM, puis à la fin, on se retrouve avec un WeTransfer. Donc là, où est la logique dans tout ça? Malheureusement, c'est un peu un état de fait, et il va falloir essayer de désiloter tout ça. Mais quand on veut essayer de désiloter, il ne faut pas s'amuser non plus à aller rajouter de la complexité à travers des outils grand public. Ce slide, juste pour resituer le contexte aussi de l'organisation finalement de l'information au sein de l'entreprise, avec, comme toute entreprise, la mise à disposition d'un référentiel de données qu'on appelle le MDM. Alors le MDM, ça peut être un petit peu tout, ça peut être un Salesforce, ça peut être un ERP, ça peut être chez des petits clients de petite base, et puis pourquoi pas finalement un fichier Excel. En tout cas, c'est souvent l'agrégation d'une donnée qualifiée. Et à l'opposé, on va trouver vraiment comme fondation le DAM, qui doit servir en fait l'entreprise à travers tous les canaux de communication des assets. Et le DAM, comme nous le verrons, c'est d'abord un moteur pour les assets et pour les métadonnées, et performant à ce sujet-là. Et entre les deux, au regard là aussi de l'expression de besoin de clients, alors notamment dans le cas du e-commerce, on a le PIM pour Product Information Management, et qui est là un petit peu comme une UGLU pour agréger la data, consolider cette information, et surtout être en capacité d'aller la connecter facilement à travers des multiples points de sortie, qui soient e-commerce, print, web, etc. Et bien entendu, DAM et PIM, et là, ça fera aussi l'objet de nos discussions, de la position de l'un vers l'autre. Est-ce qu'il faut deux systèmes? Est-ce qu'il faut qu'un système? Voilà. En tout cas, c'est une vue un peu iconographique que je représente assez souvent là, de chez Akeneo, mais en tout cas qui présente bien le contexte. Si on revient en DAM, donc là, c'est là aussi un slide que j'aime bien, parce que finalement, de façon assez simple, il représente aujourd'hui quels sont les enjeux. Le DAM, il démarre à la création de contenu, c'est-à-dire véritablement, là, on va prendre ses photos, ses vidéos, on va gérer ses packaging, de la 3D, de l'animation. On a un but final qui est le partage et sa distribution, et entre les deux, eh ben, le DAM, il doit être là pour véritablement consolider cette donnée, travailler les assets, et tout ce qu'on va pouvoir rajouter autour. Mais là, ça va être aussi le témoin de chacun d'entre vous. On va pouvoir faire du workflow, gérer des révisions d'assets, gérer de la transformation. Et ce grand ensemble, c'est ce qu'on appelle le cycle de vie des actifs numériques. Alors, comme exemple, puisque l'idée, c'est aussi d'être le témoin d'un certain nombre de cas clients, comme vous le savez, je m'occupe de toute la partie Product Owner DAM chez Michelin dans le monde. Et là, c'est un exemple classique de ce qu'on a vu précédemment. On a un système DAM, un système PIM, le tout partagé à près de 100 000 utilisateurs, avec la syndication de contenu sur plus de 500 sites. Et voilà. Et puis, je reprends toujours cette phrase d'Éric Chéniaud, le CEO de Michelin. On va parler solutions, on va parler effectivement quel type de solution, mais il faut bien toujours se dire à un moment donné que le succès, il est d'abord amené par les gens et par l'organisation et les process qu'on va mettre en place. Bien entendu, il faudra bien choisir les 5% de technologie. Et la dernière citation étant cette implication qu'on doit avoir au niveau du client dans la gestion et l'organisation, la communication de la transformation digitale. Pour terminer, les tendances aujourd'hui, là aussi, je poserai les questions à notre panel. On parle beaucoup d'expérience client, d'écosystème. Donc là, ce sont des tendances globalement que l'on retrouve. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Et au-delà, finalement, d'une liste de fonctionnalités, une solution doit d'abord être le reflet d'une expérience. Donc maintenant, j'ai assez parlé. J'ai essayé en tout cas de vous réunir l'essentiel de ce que l'on peut voir sur le marché aujourd'hui en termes de tendances d'axes stratégiques. Et l'idée maintenant, ça va être, je vais laisser Marc réintroduire Laurent, et puis que chacun d'entre vous puisse, durant quelques minutes, présenter ce que fait votre entreprise, son implication dans le marché, quel est vraiment votre ADN, et à un moment donné, bien entendu, expliquer un peu en détail ce que fait votre solution.
Merci Frédéric. Je pense que tout le monde pouvait converger assez facilement sur les slides que tu as introduits. Notre premier intervenant au panel, donc c'est Laurent pour une société Sidecore qui vient de faire parler d'elle encore plus cette semaine avec une magnifique levée de fonds de plus d'1 milliard de dollars. Hein, tu me corriges si 1 milliard de. 1 milliard donc quasiment 1 milliard d'euros. Magnifique. Alors, quand on a préparé ce panel, Laurent, bien sûr, je t'ai posé des questions. J'ai dit, mais Sidecore, on connaît beaucoup votre partie CMS, c'est-à-dire le front, l'usine à site web. Mais qu'est-ce que vous avez avant cette partie front pour gérer la richesse du CMS? Peut-être je peux repréciser justement le milliard 2. Pourquoi est-ce qu'il a été levé? Parce que Sidecore, d'après notre PDG, et je pense qu'il a entièrement raison, c'est ce qui se plaît à dire le best kept secret in the industry. Donc Sidecore, c'est assez peu connu au final, malgré tout le stack technologique qu'on peut apporter sur l'expérience client. Donc en effet, nous, à l'initiative, on est une solution de gestion de contenu et de l'expérience client. Donc le CMS. Donc typiquement des usines à site pour créer des expériences omnicanal. Mais après, si tu remets le slide, on est en amont du CMS, on a aussi une volonté de gérer en fait l'ensemble du cycle de vie du contenu. Et l'ensemble du cycle de vie du contenu, eh ben, il va reposer sur des briques technologiques qui sont réunifiées autour d'un produit qui s'appelle Content Hub. Et dans Content Hub, donc tu vas retrouver le DAM, donc voilà, la gestion des assets, la transformation des assets, la collaboration autour des assets et les droits d'usage sur ces assets. Mais lorsque tu réfléchis un petit peu plus en amont, en fait, un asset, il va chercher, par exemple, à illustrer un produit. Donc, il y a une nécessité aussi de catégorisation autour du produit. Et là, on a un module qui s'apparente à un PIM sur lequel on va pouvoir créer des contenus marketing, des organisations par collection, par catalogue, afin de pouvoir par la suite organiser en fait tout le processus de création de contenu produit à travers ces workflows. Et là, bien souvent, en fait, ce qu'on voit, y compris chez des titulaires du DAM, c'est que toute la chaîne de production, avec les studios, avec l'itération sur les idées de contenu à créer, etc., est pas tout à fait là. Donc du coup, on a ce qui s'appelle un MRM, donc Marketing Resource Management, qui va gérer toute la partie workflow et toute la partie organisationnelle avant même que l'asset finalisé soit desservi dans le DAM. Et ça va servir aussi, d'un point de vue organisation, à impliquer des validations juridiques, par exemple, ou à appliquer des product owners, ou des choses comme ça. Et enfin, il ne faut pas perdre de vue que le contenu, c'est pas que par l'image, c'est pas que par la donnée produit, c'est aussi toute la stratégie éditoriale qui va l'accompagner. Et donc, du coup, on a ce module qui s'appelle CMP, donc Content Marketing. Et lui, il va vous permettre de gérer en fait toute la charte éditoriale. Pour illustrer, par exemple, tu peux partir d'un lancement produit avec toutes les campagnes produits, toute l'emailing associée et tout le texte, et que surtout l'entreprise puisse conserver le contrôle en fait sur les messages qui sont passés. Donc, sans vouloir résumer ce que tu viens de dire, très bien, on voit bien qu'il y a toute une partie plus en amont, urbanisation des contenus, du processus éditorial, de création et tout ça, et puis une partie plus en aval, plus à la destination de la consommation. Sur ces aspects-là, en quoi le cloud a-t-il accompagné ou bouleversé votre activité ? Si tu veux, il permet d'accélérer le cloud, donc il permet d'aller plus vite, il permet d'aller toucher l'utilisateur final, donc le consommateur, ou si on est dans un contexte B2B, le client ou les personnes qui vont sur le site plus rapidement. Il permet de lancer, c'est vraiment le time to market déjà dans un premier temps, et puis c'est aussi bien sûr la réduction des coûts d'infrastructure. Aujourd'hui, avec les technologies cloud, ça permet aussi, bien sûr, de réduire toute la complexité de mise en œuvre, par exemple, de serveurs dédiés dans des plaques régionales spécifiques. Ça permet d'aller plus vite, d'accélérer réellement.
Alors, on va accélérer un peu le timing également. On va passer maintenant donc à Yvelise et Compo Julio. Et puis, Yvelise, explique-nous un petit peu ce que fait Compo Julio à travers votre outil Maestro. Très bien. Donc, Compo Julio, c'est une petite agence de communication à Paris qui a une business unit sur le conseil et sur le digital et qui vraiment a la volonté, je dirais, d'être au plus près des besoins de ses clients aujourd'hui et justement de stimuler, de valoriser cette expérience utilisateur, cette expérience client. Donc, globalement, si Maestro, en fait, vous le voyez ici, c'est vraiment une solution modulaire. C'est une solution modulaire qui s'articule autour vraiment de trois grandes solutions. Une solution PIM, une solution DAM et une solution que nous avons appelée Project. La particularité, c'est que chacun de ces modules, en fait, peut vivre différemment. Et vraiment avec un point de force, c'est qu'ils peuvent s'interconnecter avec la solution client. Tout à l'heure, Laurent parlait de Salesforce, ou alors toi, Frédéric, je ne sais plus. Je dirais globalement, c'est cela. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait complètement s'interconnecter avec un ERP et à partir d'une base produit, on pourrait s'interconnecter avec un ERP ou s'interconnecter avec, je dirais, d'autres éléments clients. Si notre client a déjà un PIM, on pourrait très bien ensuite continuer avec un DAM et un Project Maestro, ou le client a déjà un DAM et on pourrait mettre nos modules PIM et nos modules Project. Quel est l'intérêt en fait? L'intérêt, c'est vraiment ce que vous disiez tout à l'heure, avec le PIM, pouvoir enrichir la base de données, pouvoir accompagner nos clients à, je dirais, gérer au mieux, je dirais, tous ces produits, gérer au mieux tous ces produits. Alors peut-être une particularité qui serait en fait, là on vient de travailler justement sur, on a bien vu la mise en valeur chez un de nos clients qui recherchait en particulier dans le PIM le versionning. Et d'une façon très simple, ce client voulait communiquer vers plusieurs segments de clients, donc du grand public, du B2B, des CSE, et voulait avoir des fiches produits différentes pour le même produit. Donc on avait l'année 2020, l'année 2021, l'année 2022. Et en fait, nos clients peuvent trouver ce versionning à l'intérieur du PIM qui leur permet des communications très différenciées à partir de ces différentes fiches produits. Voilà. Le DAM, comme vous en avez parlé, je sais que c'est ta spécialité, Frédéric, justement avec toute la partie média. Et puis, je dirais la partie Project, qui est en fait un module, on va dire, qui nous permet de faire toutes les opérations. Nos clients veulent communiquer via le web, ils veulent communiquer via les réseaux sociaux, ils souhaitent communiquer via un catalogue, une brochure, en fait du print. Tout est possible. Donc, on a bien une donnée sur notre fiche produit et cette donnée-là, elle est unique, en fait, elle est bien recentrée dans le PIM, mais nous avons, à partir de projets, la possibilité de faire partir cette donnée sur Twitter, de passer de 5 lignes à une ligne de contenu, à changer, je dirais, l'articulation, à changer, je dirais, l'impact par rapport à la façon de diffuser l'information. Donc, vraiment, créer cette expérience positive client à partir de là. Voilà, donc de façon simplifiée et synthétique, je dirais c'est vraiment une solution modulaire, personnalisable, évolutive. On n'en a pas beaucoup parlé encore, mais je crois que c'est ce que nous, on ressent cette année. On a pas mal de clients qui ont vécu des cataclysmes. Il y a certains secteurs d'activité avec lesquels on travaille qui ont été à l'arrêt. Avec tout ce qui s'est passé autour du coronavirus, et où là, on a vu vraiment un changement fort et une accélération finalement, je dirais, de leur façon de fonctionner, de leur communication vers leurs clients pour booster le marché et redonner une dynamique avec un environnement compliqué. Eh ben, je pense que ça, en tout cas, c'est bien clair et on reviendra bien entendu plus en détail à travers nos questions. Ce qui m'avait aussi interpellé, je crois que dans nos échanges précédents, c'est qu'effectivement aussi vous êtes parfaitement spécialisé opérationnel sur tout ce qui est réseaux sociaux et avec cette capacité de pousser un maximum du contenu personnalisé. Exactement. Merci Frédéric. Alors, nous allons passer maintenant à Isabelle avec Dalim Software. Et puis, maintenant, c'est à toi pour nous expliquer ce que fait Dalim, le cœur de marché et le cœur de votre solution.
Allô? Alors, Dalim Software, on est une société allemande. On interagit au niveau international. Notre solution est la solution ES, qui a été au cours de l'année 2020 mis en place sous forme de SaaS ou on-premise. L'objectif de cette solution, c'est qu'elle recoupe différentes possibilités, différents modules. Donc, comme mes prédécesseurs, en fait, elle est extrêmement modulaire. Elle recoupe un module de DAM qui va permettre de gérer n'importe quel type d'asset et son cycle de vie. Elle recoupe aussi un workflow extrêmement puissant qui va pouvoir être vraiment modulé en fonction des processus de production des différents contenus. C'est adapté aussi bien au niveau de la vidéo, de l'image, du site web, et ça va permettre effectivement de revoir très très rapidement, et ça c'est un point clé chez nous, c'est la possibilité notamment de pouvoir revoir, réviser, annoter différents types de contenus rapidement avec une même expérience et une facilité d'utilisation pour des personnes non expertes. Et puis le dernier point qui est important, c'est-à-dire qu'effectivement 2020, on a vu décupler, je dirais, le nombre de médias créés pour publier sur les différents réseaux. On a vu aussi le besoin extraordinaire de devoir s'adapter rapidement, de passer par exemple d'une campagne plutôt imprimée ou sur point de vente à une campagne plutôt totalement digitale, tout simplement pour des raisons de confinement. Donc c'est la possibilité d'utiliser et de reconvertir chacun de ces assets très très rapidement et de les adapter au canal de diffusion le plus approprié. Et puis un point important dans toute cette mise en œuvre, c'est la possibilité notamment d'automatiser tout ceci et de mesurer je dirais les KPI, la performance pour pouvoir d'une part être réactif et puis aussi pouvoir agir par la suite au niveau du développement de ces campagnes. Donc on se situe nous plutôt, on dirait, on qualifierait plutôt notre solution comme étant un DAM de production. Où là, on va vraiment traiter le contenu et la production de cet asset, la vidéo, en allant jusqu'à des supports plus techniques, tels que par exemple le packaging qui lui suscite énormément de traitements techniques. D'une part, et d'autre part induit aussi de par sa nature un nombre considérable d'acteurs, que ce soit aussi bien les services juridiques que la traduction, voilà. Donc à l'échelle internationale, et ce que l'on a vu sur 2020, c'est une adoption extrêmement rapide de notre solution SaaS, et notamment tout type de profil, mais beaucoup dans la grande distribution en Allemagne, où nous sommes une société allemande. Aujourd'hui, tout ce qui est grande distribution dans l'agroalimentaire, Aldi, Lidl, Netto, et j'en passe, ils sont tous utilisateurs de notre solution, justement pour la possibilité de créer rapidement ces contenus pour leurs différents supports de communication. Bon, merci Isabelle. Et enfin, on va terminer avec Nuxeo et Grégoire. C'est à toi. Merci Frédéric. Donc, en fait, c'est à Marc qui aurait dû introduire, excuse-moi Marc. Aucun problème. Moi, j'aime beaucoup Nuxeo, qui a aussi une trajectoire très singulière. Et Greg est un ancien collaborateur, donc il réussit grandement avec toute son énergie et son talent chez Nuxeo. Et la partie DAM étant historique, mais qui a beaucoup évolué aussi. Oui, tout à fait. Alors, pour introduire Nuxeo, Nuxeo c'est une plateforme de gestion de contenu. Donc on a bien dit contenu, c'est-à-dire tout type de contenu. Que ça peut être du fichier PDF, ça peut être de l'image, de la vidéo, du fichier 3D. Parce qu'en fait, nous, voilà, on s'abstrait pas sur un type de document particulier, puisqu'ils sont tous en fait en relation. Si vous allez sur le site d'IKEA, vous êtes autant intéressé par la pièce de montage qui est en PDF que les différentes vues 3D, que les différentes photos de votre produit. Donc nous, historiquement, on est plutôt une solution historiquement de GED. On a 3 cas d'utilisation. On va être gérer le référentiel de contenu d'entreprise, donc surtout dans le secteur banque assurance.
On a vraiment un gros pilier sur cette partie d'âme, d'où la présence aujourd'hui à ce webinaire où là, on va avoir un module qui va pouvoir enrichir et donner beaucoup plus de fonctionnalités sur tous les contenus de type multimédia, donc audio, vidéo, image. Et après, on fait du case management, c'est-à-dire de la gestion de dossiers, de workflow, etc. Aujourd'hui, donc on est autant sur de la partie ECM que sur de la partie DAM. On est réparti un peu dans le monde, des grands comptes essentiellement. On est positionné innovant au niveau du Gartner. Et pour rebondir sur cette partie cloud, donc oui, nous, on a une explosion sur notre offre cloud, donc Nuxeo Cloud, qui nous permet justement d'adresser ces grands comptes et ces gros volumes. Aujourd'hui, ce que je voulais faire par rapport à la problématique d'aujourd'hui, c'est vous passer 3 messages principaux qui font partie aussi de l'ADN Nuxeo. Le premier, ça va être tout ce qui va être innovation, qui nous semble très important. Et on travaille dessus depuis 2-3 années. Donc, c'est surtout sur toute la personnalisation que l'on a au niveau de nos contenus. Donc, on a intégré une intelligence artificielle personnalisée qu'on appelle Nuxeo Insight et qui permet d'enrichir les contenus. Donc, déposer une image, reconnaître le mannequin qui est sur la photo pour s'assurer que les droits d'image sont corrects, récupérer les informations du PIM, du IMDM et de toutes les applications qui sont consommatrices du NAB en l'occurrence, faire de l'aide à la décision sur des validations de shooting par exemple. Le deuxième point qui est très important, et là on le voit encore plus aujourd'hui, c'est toutes les problématiques de performance et de scalabilité, ce qu'on appelle des plateformes, c'est-à-dire pouvoir répondre à des volumes qui sont importants. Aujourd'hui, vous prenez des vidéos qui sont très haute résolution avec des iPhones, on arrive sur des volumes qui sont très très importants et il faut pouvoir proposer des plateformes qui permettent de pouvoir justement ingérer ces flux qui sont très importants au sein d'une plateforme et sans pour cela altérer les performances de la plateforme et apporter les mêmes fonctionnalités. Donc ça, c'est une chose sur laquelle on sait répondre. On a benché notre plateforme sur 11 milliards de documents et on s'est pas arrêté à 11 milliards parce que c'était une limite. On pourra en rappeler, aller beaucoup plus loin en s'assurant que tous les mécanismes de conversion et de permission s'assurent. Et on a fait un énorme travail puisque c'était très important sur les dépôts de fichiers très, très importants et volumineux, ce qui est le cas, par exemple, pour du shooting photo. Voilà, on dépose des fichiers qui font des fois des gigas ou des mégas de documents. Donc, pour pouvoir s'assurer que tout ça fonctionne bien. Donc, innovation, la partie scalabilité et être le support au processus de création de produits et de gestion du produit. Donc, c'était le petit schéma qui a été présenté. Dire qu'on est autant là sur la partie très en amont où on va aller sur récupération des matériaux utilisés pour le produit, la conception de la partie de shooting photo, la conception du packaging et mettre à disposition ces différents assets. Donc sur la partie e-commerce pour par exemple proposer la bonne conversion, la bonne version, la version validée en l'occurrence d'un média à différents consommateurs, donc typiquement une plateforme e-commerce. Et tout ça en s'assurant évidemment, vu que c'est la nature d'une plateforme d'âme, d'être interopérable et de pouvoir justement récupérer, exposer ces contenus sur un ensemble de plateformes. Merci bien. Donc, je crois qu'on a eu en tout cas un éventail certain, en tout cas, aujourd'hui de vos solutions. Et comme on peut le voir, qui démarrent de la création de contenu jusqu'à leur distribution, avec bien entendu chacun un petit peu sa spécificité. Mais finalement, on retrouve toujours cette notion d'écosystème, de gestion de workflow. Et là aussi, c'est une tendance. Maintenant, l'idée, c'est de vous faire, bien entendu, interagir sur des questions un petit peu plus, on va dire, directes en rapport avec cette gestion de contenu. Donc, l'idée, c'est qu'on va un petit peu se passer la main entre Marc et moi-même. Donc, Marc, à toi l'honneur pour cette première question. Pour le principe des réponses, je pense qu'on va le faire comme autour d'une table ronde. N'hésitez pas à intervenir les uns les autres. Évidemment, on a un certain nombre de questions. Il nous reste à peu près 25 minutes. Donc, essayez d'être le plus concis possible dans vos réponses. Ouais, cette première question, merci Fred. Cette première question, elle est assez essentielle. Vous avez tous dit que votre solution pouvait faire des complétudes et des choses toutes seules, mais vous êtes aussi tous conscients qu'il y a du système d'information, du CRM, du PIM, de l'ERP déjà présent chez tous vos clients. Donc forcément, cette notion d'interconnexion, de microservices, d'APIisation du paysage de vos clients. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel
les désirs clients se sont plus portés, encore plus cette année, où il fallait tout faire en digital et tout faire à distance. Ne vous battez pas, est-ce que vous n'avez pas compris la question? Si, je vais prendre la parole en fait. Et donc, j'ai lu il n'y a pas longtemps un livre qui s'appelle Antifragile. Je ne sais pas si vous le connaissez, de Nassim Taleb, et qu'il a sorti juste pendant le Covid, en disant finalement, il y a 3 types de clients ou 3 types d'individus. Il y a ceux qui sont fragiles, c'est-à-dire qui craignent les événements inattendus. Il y a ceux qui sont robustes, qui sont ceux qui sont indifférents aux événements inattendus. Et puis finalement, il y a le gros de nos clients, on espère, et en tout cas nous, c'est ce que nous avons vu, nous avons trouvé ces clients-là, ce sont les antifragiles. Et en fait, il dit les antifragiles, ce sont ceux qui vont profiter des événements inattendus. Et je dirais qu'en fait, nous qui avons comme particularité de travailler avec certains secteurs d'activité, notamment le voyage, qui a été durement touché, je dirais, par le Covid, eh bien, je dirais, on a vraiment trouvé chez nos clients beaucoup d'antifragiles qui justement nous ont dit, il faut accélérer, il faut préparer l'avenir. On se rend compte que demain ne sera plus comme aujourd'hui. Donc, encore plus, on veut de la modularité, on veut quelque chose d'évolutif, et on veut pouvoir structurer nos solutions de façon très flexible. Donc, ce que vous disiez là, tout à l'heure, c'est vraiment cette notion, dans les best-of, et sans refaire le monde, on a vraiment le e-commerce qui arrive très très vite, très très fort. Donc, ils nous disent qu'il faut absolument qu'on arrive à nourrir tous les canaux de façon efficace, de façon fiable, de façon facile. Donc, c'est là où on retrouve les réseaux sociaux, les sites web, le print, mais tout doit être fait de façon concomitante et simple. On a aussi un autre point qui est arrivé aussi très très vite, c'est la partie interconnexion API. Comme vous le disiez tout à l'heure, on a de la donnée qui vient sous n'importe quel format, du Word, du Excel, du PDF, qui arrive par des CRM, des ERP, voilà. Et toute cette donnée doit être très très vite intégrée et très vite agrégée, et surtout doit pouvoir s'enrichir dans le temps d'une façon simple. Voilà, donc moi, vraiment en conclusion, ce que moi j'ai trouvé, c'est que nos clients ont été beaucoup plus offensifs, beaucoup plus positifs qu'on aurait pu s'y attendre par rapport à l'environnement, et qu'ils recherchaient voilà, ce côté antifragile que j'ai vraiment gardé à l'esprit, qui est de dire boostons les choses, soyons encore plus efficaces et apportez-nous, je dirais, cette modularité dont nous avons besoin, ces interconnexions faciles et qu'il faut développer très vite. Voilà. Ok, intéressant. Si je peux compléter juste de mon côté, nous ce qu'on pense, c'est qu'il faut en effet sortir les contenus des silos. On est tout à fait d'accord là-dessus, et je pense que l'ensemble du panel est d'accord là-dessus. Mais du coup, évidemment, les clients, eux, ce qu'ils cherchent, c'est à faire en sorte d'avoir une très grande flexibilité pour générer le plus d'expérience possible. Donc ça va se faire avec des connecteurs natifs qui vont permettre de communiquer nos contenus, par exemple, à des solutions de CRM ou des solutions CMS. Puis ça va se faire aussi avec l'émergence de ce qui s'appelle le headless, donc vraiment de l'accessibilité au contenu, mais quel que soit le front au final. Et ce front, ça peut être des applications mobiles, ça peut être des sites web, ça peut être des sites e-commerce, ça peut être ce qu'on veut. Et l'émergence aussi du headless, auquel on croit beaucoup, va permettre de générer des contenus en statique, mais qui ensuite sont accessibles partout. L'accélération des volumes, l'accélération de la gestion des créations et de leur utilisation, ça a vraiment aidé les clients à se projeter dans le cloud, où ils font encore de la résistance avec leurs infrastructures, leur terra de chez eux, dans leur sécurité. Non, en fait, peut-être qu'effectivement, là, je vais répondre, c'est effectivement quelque chose que l'on a observé, je dirais, il y a encore quelques temps, lorsqu'on parlait, notamment en France, de structure cloud, l'IT était pas très chaude, et avec 2020, en fin de compte, ils ont été préoccupés par d'autres soucis.
mettre tout le monde en collaboratif, la sécurité, les attaques et ainsi de suite. Donc nous, on a vu de notre côté une explosion vraiment de la demande concernant la mise en place d'outils qui permettent de générer plus de contenu et passer d'un mode artisanal à un mode plus industriel. Et que ceci, ça puisse permettre effectivement d'adapter très très rapidement tout type de contenu. Ce qu'on a vu aussi beaucoup chez nos clients, on est aussi bien on a des clients qui sont plutôt sur le mode packaging ou plutôt sur le mode communication. Et ce que l'on a vu, c'est notamment dans le monde du pack, vraiment des changements au niveau de la chaîne d'approvisionnement et vraiment très très rapidement devoir adapter les packaging, le produit n'étant plus sourcé en Asie, mais étant sourcé en Europe ou même plus localement. Et donc, la nécessité vraiment d'accélérer la chaîne de production d'un emballage qui, elle, induit énormément de validation et de garantie à apporter. Donc, ce que on peut résumer ceci en disant une grosse demande au niveau de l'agilité, la mise en place d'outils rapidement, et c'est ce qu'apporte aujourd'hui le cloud. Et puis, la nécessité aussi de s'interconnecter avec les outils d'entreprise en respectant toutes les notions de sécurité pour pouvoir s'interconnecter avec un ERP venant d'un autre environnement, d'un autre cloud. Alors, ce que je vais faire, je vais passer à la question suivante et demander peut-être à Grégoire, par exemple, au regard finalement du lancement d'un projet, le lancement d'un RFI, d'un RFP, en cette année 2020, quelles sont la liste des priorités pour vous que vous avez pu voir sur ces lancements de projets? Est-ce que c'est d'abord cet écosystème dont on parle, donc de connecteurs, afin d'agréger le contenu de l'entreprise? Est-ce que c'est plutôt sur cette fameuse expérience utilisateur, la mobilité? Quels sont vos retours à ce niveau-là? Alors déjà, c'est Grégory, pas Grégoire. Grégory, excuse-moi. Pas de souci. Donc nous, ce qu'on peut voir par rapport à ce genre de choses, c'est que la première des choses, c'est déjà gérer l'ensemble des contenus et de pouvoir les catégoriser, les classer de manière assez simple. Voilà, on est sur des volumes qui sont très très importants. Et finalement, peu importe la solution qu'on va choisir, si on n'est pas capable de pouvoir la typer et de la catégoriser correctement, ça sera toujours un chaos. Donc, ce qu'on nous demande en premier, c'est de pouvoir avoir des mécanismes simples pour pouvoir enrichir ces données, pour pouvoir mieux la réutiliser. Donc, pour pouvoir faire ce genre de choses-là, on utilise, nous, justement, j'en ai déjà parlé, Nuxeo Insight pour pouvoir enrichir ces données, plus tous les mécanismes qu'apporte déjà la plateforme Nuxeo pour pouvoir faire du remplissage, mettre les bonnes permissions, les déposer au bon endroit, sur les bons channels. Et ça, c'est permis notamment avec la partie de low-code que l'on a, donc qui nous permet de configurer la plateforme. Et ça, c'est vraiment essentiel. Ce qu'on remarque sur le RFP, c'est que les gens ne veulent plus passer du temps à faire du développement pour faire du connecteur et faire des API dans tous les sens. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est pouvoir construire leur solution clé en main de manière très très simple, de manière visuelle, donc sur du low-code, ce qu'on propose pour pouvoir avoir derrière, construire cette solution, pouvoir l'intégrer. Donc l'intégration, qui est évidemment toujours importante, il faudra toujours en faire, c'est proposer des mécanismes simples d'intégration. On peut avoir des connecteurs et des fois ne pas en avoir. Et la richesse que peut proposer justement Nuxeo, c'est de pouvoir s'intégrer très simplement avec n'importe quelle application en générant tout ce qu'il faut de manière très simple pour pouvoir s'intégrer, enrichir notre API et pouvoir la réutiliser directement même dans l'outil de configuration. Donc, un utilisateur non technique est capable de pouvoir jouer avec les différentes API et récupérer les informations qui vont bien de la même manière dans Nuxeo Insight pour pouvoir remplir ces informations. On a mis l'utilisateur à l'intérieur de ce processus et c'est demandé. Les utilisateurs veulent pouvoir contribuer au mécanisme d'enrichissement. Et donc là, on est sur une phase où on participe avec de la gamification pour pouvoir enrichir ces différents contenus. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la question suivante que je poserai bien à Lise puisqu'on a vu que votre solution, finalement, elle peut proposer du DAM, du PIM ou du CMS, et finalement, au regard de cette structure de cette gestion de contenu, quelle est votre approche et votre réponse au fait que finalement on peut avoir un seul système ou plusieurs systèmes pour gérer ces éléments-là? Quelle est votre approche à ce niveau-ci?
Alors, notre approche, en fait, elle est vraiment de partir du client et de partir vraiment de sa situation, de sa structure, de ce dont il bénéficie déjà au départ. Est-ce qu'il a déjà un DAM? Est-ce qu'il a déjà un PIM? Est-ce qu'il a déjà un ERP? En fait, vraiment, comment il travaille aujourd'hui? Ça, c'est le premier point. Je dirais que le deuxième point, c'est ensuite de rentrer dans les métiers, de comprendre véritablement comment nos clients travaillent et ce qui est important pour eux, de façon à ce que on soit vraiment dans du gain de temps, dans de la facilité, comment dirais-je, c'est vraiment de la conduite du changement, mais pour ne pas employer un mot trop vague, je dirais, c'est vraiment se dire qu'à partir du moment où on va travailler avec ce client, il faut que lorsque notre solution est en place, ça rentre vraiment dans son cycle de production ou dans l'optimisation qu'il voit de son cycle de production. Que l'on parle de brochure marketing, que l'on parle de production de contenu à destination du web ou des réseaux sociaux, c'est ça le principe. Donc, à la question véritablement, est-ce qu'on fait tout jusqu'au bout et à quelle granularité? Je dirais oui, on peut tout faire en ayant un PIM, un DAM, un module project, donc notre module Maestro, et en faisant les granularités qu'il faut en fonction des canaux de distribution et en fonction des sources que l'on a. Et comme on vient de le dire tous, les sources peuvent être multiples, aussi bien d'ailleurs médias que, je dirais, que produits. Voilà, donc ça, oui. Maintenant, on se laisse cette liberté avec ces interconnexions, avec ces API que vous avez tous décrits effectivement comme flexibles, comme existants, comme facilitateurs finalement pour notre client, de pouvoir connecter un module, 2 modules, 3 modules en fonction des objectifs et de l'avis du client. C'est vraiment dans ce sens-là que l'on travaille. On essaye en aucun cas d'imposer une solution globale. On rentre et chez beaucoup de nos clients, on est d'abord rentré par un PIM et puis quelques temps plus tard par un DAM et puis quelques temps plus tard par un module project. On n'est pas forcément rentré avec la solution directe et chez certains clients, on n'a qu'un PIM et ça fonctionne très bien. Voilà. Et par exemple, toi, Laurent, puisqu'on est un peu dans cette même architecture solution, puisqu'on sait que Sitecore a intégré Stalab il y a quelques années, donc est un leader sur la partie DAM, quelle est aussi votre approche finalement sur... vous n'avez pas de PIM, hein, je crois, en tant que tel, mais par contre, vous créez des connecteurs sur des PIM. Ouais, c'est ça. Donc après, ça dépend. Ça reprend un peu la réponse, c'est-à-dire que ça va dépendre bien sûr d'un contexte client. Après, l'approche que nous on a, c'est quand même de se dire que lorsqu'on se positionne en tant que DAM, si derrière il y a des notions de contenu qui sont éditoriaux, autant avoir accès directement à l'asset qui va illustrer le contenu éditorial directement dans la même plateforme, plutôt que de le faire à travers une autre plateforme. Donc ça, c'est la proposition de valeur, et on voit quand même pas mal de clients qui sont assez intéressés justement pour tenter de réunifier ces technologies. C'est pas l'éditeur et le positionnement de l'éditeur qui va forcer ça, c'est le métier en fait qui va forcer ça. Parce que sinon, tu as une complexité aussi qui se fait assez rapidement, c'est dans quel outil et quel outil prend la main. Et donc là, du coup, c'est ce qu'on cherche aussi à éviter en apportant tous ces modules et toutes ces fonctionnalités. C'est d'essayer de simplifier un maximum le travail des équipes métiers pour qu'ils puissent lancer leur campagne, exploiter leur campagne et créer des nouvelles expériences clients derrière, et donc faire en sorte de pouvoir par la suite capitaliser sur de la donnée et personnaliser le contenu, et créer leur processus de contenu très rapidement. Si ça peut être fait dans une seule solution et que ça convient, très bien. Si ça doit être fait parce qu'il y a des gros volumes ou parce qu'il y a déjà des technos en place et qu'il doit faire de l'interopérabilité avec d'autres solutions, c'est tout à fait possible aussi. On voit les deux cas, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de clients qui nous contactent ensuite pour dire qu'est-ce qu'on peut faire en plus vis-à-vis de vos solutions. Et pour reprendre éventuellement par rapport à ce que Isabelle, tu nous expliquais avec un marché qui est de votre côté aussi lié à la grande distribution, est-ce que vous avez aussi chaque fois cette problématique d'approche et de connexion à des PIM pour gérer cette data client? Oui, en fait, on le remarque de plus en plus. J'étais ce matin en réunion justement à ce sujet-là. On a besoin d'automatisation. Je parlais tout à l'heure des packaging, des étiquettes, mais ça peut être aussi bien sur la communication sur point de vente ou des bannières qu'il faut
réactualiser très rapidement. Donc en fait, ce qui est important pour le client, c'est de gagner vraiment en agilité, de pouvoir utiliser un contenu à sa disposition, le réutiliser, et puis surtout pas perdre de temps. C'est ça qui est fondamental aujourd'hui, et comme le soulignait Laurent, ce qui est important, c'est de pouvoir s'intégrer à un écosystème, réutiliser ce qui est là. Et puis, effectivement, ce qui nous est demandé de plus en plus, c'est, par exemple, on rentre chez un client plutôt au niveau de la validation d'une campagne d'image, mais après, cela s'enchaîne avec la validation et les vidéos. Et comment est-ce qu'on fait pour valider les vidéos? Est-ce que vous avez la même capacité à mettre en exergue des différences entre deux vidéos comme vous le faites sur de l'image ou de la 3D? Donc, c'est ce genre de demande, c'est d'incrémenter, en fait, avec des modules supplémentaires, avec des fonctionnalités supplémentaires, et de servir en fait le besoin de création de contenu qui est de plus en plus important, et puis qui touche à tout, hein, le site web, les bannières, les images, les packaging, la PLV, les catalogues. Donc un grand besoin d'automatisation, un grand besoin de diversification au niveau de ces contenus, et puis d'assurer une productivité aussi en forte croissance. La réduction des délais est hyper importante. Merci bien. Marc, je te laisse la suite. Oui, alors justement, elle n'est pas dans ta liste de questions, mais on se lâche, on improvise. Est-ce que vous avez ressenti une pression ou une demande client pour fournir de la donnée iconographique ou produit pour un nouveau type de consommation, les plateformes de e-commerce, les marketplaces? Est-ce que vos clients vous ont dit il faut que vous m'aidiez, vous m'assistiez à ce que mes contenus puissent être plus facilement disponibles de ces nouveaux impétrants, de ces nouveaux acteurs du commerce que sont les marketplaces ou ces réseaux de vente, voilà. Est-ce que vous avez ressenti une accélération de la demande client là-dessus? Côté Dalim, je peux dire que la réponse est oui. Oui. C'est comment est-ce qu'on fait? Je pense à un gros distributeur jaune et bleu de Scandinavie qui lui se source à travers le monde, et qui nous a effectivement, qui est passé d'ailleurs du monde catalogue en 2020, en 2021, plus de catalogue. Tout doit être digital, et il faut qu'on puisse effectivement mettre à disposition tout un lot de contenus différents, les valider rapidement, et s'assurer aussi une cohérence de la marque, hein, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont shootées en Asie, d'autres ailleurs à travers le monde. Et pour eux, ce qui est important, c'est de récupérer toute cette information, la mettre en forme, s'assurer qu'il est en cohérence avec la marque, et puis la formater pour qu'elle soit disponible sur tous les supports de com, les marketplaces, leurs propres supports de com, et les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment un cocktail. C'est comment organiser ce cocktail marketing en phase avec la marque. Et votre retour sur l'utilisation du mobile, puisque quand on regarde un petit peu, là, je ne sais pas si vous avez pu voir les dernières analytiques là, qui sont fournies par AppIn, où on voit un usage au sein d'applicatifs entreprises de plus en plus tournés vers le mobile. Quelle est votre approche à vous tous sur, est-ce que vous faites plutôt de ce qu'on appelle communément en termes techniques Angular, React, pour avoir des interfaces qui soient parfaitement responsive, ou est-ce que vous partez plutôt sur des applications dédiées? En tout cas, comment capter cette création de contenu, puisque comme le disait Marc, aujourd'hui, et puis pour me rattraper aussi, je vais dire pour Greg, c'est qu'à un moment donné, voilà, aujourd'hui, on a un élément qui est facile de contenu. Demain, on fait de la 3D, on a des lidars qui permettent de modéliser, et j'ai encore vu ça chez un retailer cette semaine très facilement. Donc, quelle est votre approche avec la mobilité et vos solutions? Donc, je vais répondre côté Nuxeo. Donc, la création d'applications et la création justement de nouvelles interfaces et de la mobilité, c'est vraiment au cœur en fait de la consommation des contenus. De notre côté, on travaille en fait sur proposer un ensemble d'éléments visuels qui sont facilement réutilisables et agençables dans n'importe quel type d'application. Donc, on sait très bien qu'on va jamais proposer une solution qui va convenir à tout le monde. On préfère plutôt partir sur une approche un peu plus Lego, où on va proposer différents éléments qui sont utiles. Je veux afficher
un visualiseur de 3D, je veux afficher l'ensemble de mes propriétés, plein de choses comme ça que l'on va pouvoir facilement agréger au sein d'une interface. Donc, on a des clients qui sont partis sur Angular, sur React, et ces éléments-là, en fait, sont faits nativement pour pouvoir s'adapter à n'importe quel type de device. Donc, je peux être sur du mobile ou de la tablette ou du desktop. J'aurai toujours un affichage nickel de ma plateforme. Tout ça parce que je m'appuie sur des éléments qui sont adaptés à mon visuel. Et après, tu as l'usage aussi externe, donc c'est-à-dire les consommateurs, comment est-ce qu'ils perçoivent ces contenus-là. Et aujourd'hui, cette approche, elle est tout à fait bien comprise par les entreprises. Ils ont besoin de communiquer sur le mobile. Et nous, de notre côté éditeur, évidemment, on va transformer les formats à la volée pour faire en sorte que ces contenus soient adaptés en fonction du device qui va le consommer. Donc, c'est primordial. Alors justement, ces nouveaux usages, que ce soit mobile ou accélération du digital, vous poussent à créer des nouveaux formats, plus de visualiseurs 3D, peut-être des outputs plus petits en taille, ou est-ce qu'au final, avec la 4G, la 5G, en mobile, on peut quand même envoyer de la grosse définition un peu lourde et que c'est pas si grave. Ça, c'est peut-être un combat un peu d'arrière-garde, l'optimisation des pages sur mobile. C'est quoi l'état de l'art dans ce domaine-là? On fait toujours un peu attention à la taille des outputs en fonction de l'endroit où on les envoie, ou où on a des tubes, on a des réseaux, on peut bastonner, quoi. Je pense qu'on peut pas bastonner comme ça par défaut, parce qu'il y a forcément quelques limites techniques. Après, nous, en tant qu'éditeurs, évidemment, l'objectif, c'est de simplifier la vie des équipes qui sont amenées à créer ces contenus-là. Donc, là, par exemple, dans la roadmap de Sicor, mais c'est déjà présent, c'est bien sûr de continuer d'optimiser notre capacité côté vidéo, côté nouveau format, donc avec la 3D par exemple, pas sur le support du format, mais aussi sur la visualisation de ces formats et comment est-ce qu'on va pouvoir transformer ces formats pour des points de sortie. Et ces points de sortie étant le device de fin, qui peut être un terminal mobile ou un laptop. Ouais, c'est un point capital en fin de compte. Très souvent, on nous dit, moi notamment dans le cas de la 3D, je veux utiliser des formats natifs, mais je veux surtout pas que mes consommateurs ou mes utilisateurs aient installé une licence sur leur poste. Il faut que ça se passe de manière complètement autonome à travers un simple navigateur. Donc c'est là effectivement toute la richesse de nos métiers d'éditeurs, de déployer des stratégies pour justement s'adapter à cet environnement. Alors, est-ce que ça passe par des transformations transparentes de format? Oui. Et ça doit rester totalement transparent au niveau de l'utilisateur, peu importe qu'on ait un format natif ou un format optimisé. Il faut que lui, son expérience, elle soit neutre, et puis peu importe. Et conserver aussi la possibilité par la suite, notamment dans la 3D, de rééditer, parce que c'est ce qui va permettre aussi beaucoup d'agilité. La 3D est énormément utilisée aujourd'hui au niveau de la conception, et c'est à partir aussi de ces images 3D, CGI, que l'on va pouvoir créer des brochures, créer de la communication 2D. Donc ça, c'est vraiment un des points fondamentaux, et c'est tout le défi de nous éditeurs, de mettre à la portée de nos utilisateurs des outils qui vont leur permettre d'avoir cette flexibilité. Alors du coup, je rebondirai un petit peu sur ces notions d'innovation qui sont, je pense, toujours très importantes au regard des roadmaps que peuvent proposer les éditeurs solutions. De votre côté, Yves-Lise, là, chez Composjulio, qu'est-ce que vous voyez comme prochaine, on va dire, peut-être rupture technologique? Alors, on parle beaucoup d'AI, mais c'est vrai que moi, je vois côté DAM, souvent, il y a de l'AI, mais je dirais que, comme le dit Luc Julia là, chez Samsung, l'AI, c'est pas simplement du keywording. Donc, qu'est-ce que vous voyez, vous, de votre côté, par exemple, au sein de Maestro, qu'est-ce que vous avez aussi comment finalement encore améliorer via d'autres ruptures technologiques, nouvelles ruptures technologiques, l'expérience client? Difficile question. Difficile question. Je dirais aujourd'hui, en fait, si je reprends la question, j'aimais bien, en fait, la phrase, je crois que c'est le CDO, c'est ça, de Michelin, qui donne cette phrase. Et je dirais, j'ai
davantage envie de m'appuyer sur les 95% parce qu'aujourd'hui, c'est là où nous, je pense qu'on réussit ou on réussit moins, je dirais ces mutations chez nos clients. Plus que par la rupture technologique. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, je dirais, le fait de pouvoir accompagner les équipes en disant que l'on va faire des plans phasés, notamment avec la période que l'on a, pour avoir très vite une réussite et un changement de méthodologie de travail, de process dans l'organisation, pour transformer ce qui se passe à l'intérieur, je dirais que pour nous, ça, c'est le plus grand défi. Le défi technologique, on a eu déjà des défis technologiques là pour produire Maestro. Il y en aura sûrement d'autres, mais je pense qu'aujourd'hui, la grosse difficulté, c'est véritablement de pouvoir embarquer toute la ligne. Et pas seulement nos clients, mais quelquefois les clients de nos clients, quelquefois les fournisseurs de nos clients, quelquefois les partenaires de nos clients, parce que je dirais une fois qu'on a mis en place cette solution et qu'elle est installée, tout le monde travaille avec cette solution et de façon, j'ai envie de dire naturelle et sans que ce soit forcément un réseau. Donc la solution s'impose. Donc pour nous, vraiment le défi est là. Le défi, c'est vraiment ce phasage, cette conduite du changement, les premières réussites, le gain de temps, marqué très très vite. Le fait qu'on ait un time to market beaucoup plus accéléré, le fait que l'on puisse très vite voir qu'on a une réduction de coûts, parce que ça, je pense que ça va être le sujet de la dernière question sur tout ce qui est retour sur investissement, mais plus que de dire que l'on gagne, c'est surtout qu'on réduit les coûts en ayant ces solutions et faire adhérer l'ensemble des collaborateurs finalement qui y travaillent. Voilà, donc j'ai envie de prendre cette question plutôt sous cet angle-là. Ouais, effectivement, comme dernière question, parce qu'on arrive un petit peu à notre fin de session, c'est que finalement, alors moi je peux le voir par exemple sur différents marchés, hein, qu'on soit anglo-saxon ou français, j'ai tendance toujours à voir, côté français, on essaye d'avoir des solutions, aller à 30, 40, 50 cas pour essayer de tout faire. On a vu que le cloud, effectivement, pouvait apporter via la souscription peut-être un peu plus de facilité. Mais finalement, je suis client aujourd'hui. Comment être capable de démontrer finalement ce retour sur investissement au regard des solutions que vous déployez aujourd'hui? En fait, si je continue juste sur la question, je vais juste le dire en 3 points enfin, nous, on prend 3 points. On se dit, le premier point, c'est la simplification du système d'information, c'est-à-dire finalement, comment on réduit les coûts en simplifiant. Le deuxième point, c'est finalement, est-ce que mes équipes sont recentrées sur les missions à valeur et ne sont plus en train de dire je recopie 15 fois la même donnée, je recherche les données, je vérifie que c'est la donnée up-to-date, mais véritablement le gain de temps que l'on va avoir et le recentrage sur ces missions. Et le troisième point, c'est l'optimisation du time to market. Donc généralement, nous, quand on est chez nos clients, ce sont, en tout cas ces 3 KPI, sont vraiment en tête de liste. Un dernier mot pour chacun d'entre vous à ce sujet? Ouais, moi, pour ajouter, donc évidemment, l'adoption fait partie intégrante du retour sur investissement. Je pense que tu as différentes manières de le voir. C'est soit par le risque, donc par exemple, tu as diffusé une image, tu n'as pas les droits d'image, forcément, ça va aussi impacter ton retour sur investissement. Mais ce qui est le plus important, en plus de ce qui a été dit donc sur l'adoption de la solution et le temps gagné, c'est bien évidemment l'impact sur les consommateurs. C'est-à-dire, est-ce que créer de meilleurs contenus, est-ce que avoir de meilleurs visuels permet de gagner des parts de marché? Et je pense que c'est aussi comme ça que ce retour sur investissement peut se mesurer. Intéressant, oui. Isabelle? Je rejoins ce dernier point et effectivement, en mettant en œuvre des solutions qui soient plus agile, ça permet très rapidement de mesurer la qualité et la non-qualité d'une campagne et de pouvoir s'adapter et revenir rapidement avec plus de pertinence, donc au niveau des consommateurs. Et moi, j'ajouterais un point qui est important, notamment, c'est l'image de marque. De plus en plus, on est sur des marques globaux et l'importance pour une marque aujourd'hui, c'est d'apparaître uniforme et vraiment d'avoir la même valeur partout. Donc, c'est de pouvoir éliminer tout un lot d'erreurs et puis d'avoir la même image
qualifiés sur tous les points de vente, avoir cette même expérience. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour les marques qui se mesurent très très rapidement. Le time to market est quelque chose d'indispensable, et au niveau des équipes, j'ajouterais l'adoption est un des points les plus importants, l'adoption pour des équipes non expertes au niveau de ces systèmes d'information. Et puis ce que l'on rencontre beaucoup, c'est la possibilité d'automatiser qui peut se mesurer en ETP, ou encore très souvent il faut qu'on produise plus, mais on n'a pas les budgets pour embaucher, on n'a pas les budgets pour avoir plus de monde à bord. Donc il faut absolument qu'on puisse s'organiser pour produire plus efficacement et avec plus de valeur ajoutée. Grégory ? Et oui, de notre côté, je vais un peu rebondir sur ce qu'a exprimé Laurent sur cette problématique de droit à l'image. Donc nous, on le voit comme ça, en voyant déjà le risque qu'on arrive à éliminer. Donc on est capable, nous, de pouvoir identifier rapidement les personnes qui sont présentes sur une photo, chose qu'on n'avait pas nécessairement au départ. Identifier du coup, est-ce que j'ai bien le droit à l'image? Est-ce que je peux continuer à l'utiliser? Est-ce que j'ai des assets qui sont multipliés? Ça arrive énormément, des copies de copies. On est capable, nous, de pouvoir homogénéiser tout ça et proposer une vue unique. Et le deuxième point, ça va être la création d'opportunités via l'enrichissement qu'on est capable de faire sur les différents contenus, via les recherches que je souhaite faire. Je lance une nouvelle campagne marketing sur de l'hiver. Je recherche une botte particulière dans un endroit particulier. Je suis capable d'exécuter des recherches sur des terras de données et de pouvoir arriver à un set de données qui est intéressant que je peux après réexploiter après côté marketing, etc. Merci bien en tout cas à tous pour cet échange que j'espère en tout cas fructueux et intéressant pour nos auditeurs. Ce que j'ai voulu sur cette dernière slide, c'est un petit peu réunir, puisque la présentation se veut interactive. J'ai repris finalement en mode mobile, vous voyez, donc en même temps ça permet de voir si effectivement tout le monde est bien responsive. Finalement, votre blog à chacun, puisque j'ai un petit peu parcouru le blog de chacun d'entre vous avec des dernières informations. Donc, on a eu, par exemple, côté Sitecore, votre événement utilisateur ce mercredi. On a eu aussi des informations côté Compose Julio. D'ailleurs, je me suis un peu trompé dans les logos. Sur tout ce qui est gestion de contenu. Donc, des articles très intéressants sur le site de Compose Julio sur cette partie-là. Nuxeo, beaucoup de white paper aussi. Je conseille aussi à tous de parcourir des choses très intéressantes. Et d'ailleurs, je me suis permis d'en utiliser une partie. De l'événementiel, puisque là aussi, à un moment donné, il faut essayer de garder le contact avec les clients. Et donc, Dalim Software fait un certain nombre aussi d'événements on-air, donc pour en tout cas partager des expériences et du contenu. Un petit mot pour toi, Marc. Qu'est-ce que tu pourrais nous rajouter là-dessus? Oui, je suis très intéressé par ce qui a été échangé aujourd'hui avec les différents acteurs. Il y a un mot que j'ai pas entendu qui était le shadow IT, le fait que les directions de marketing parfois de grands groupes cosmétiques utilisaient 50 solutions tierces achetées avec la carte bleue de la boîte pour faire du Dropbox, du Box, du machin dans tous les sens. Ouais, heureusement, ouais. Voilà, et j'espère que c'est une pratique qui est en train de disparaître. J'espère qu'en tout cas, grâce à vos diverses solutions bien intégrées, les entreprises sont en train de reprendre le contrôle sur leurs assets, sur leur production, sur leur diffusion. Là aussi, c'est une question de saine gouvernance, d'urbanisation et tout simplement de souveraineté sur ces assets. Donc, globalement, c'est important, c'est sujet à des risques légaux, c'est sujet à des risques d'image. Donc ça aussi, c'est des choses assez minimisées dans les ROI en général, ou plus dur à montrer. Mais c'est quand arrive la merde, parce qu'on ne s'est pas préparé que ça paraît évident qu'il fallait avoir la solution pour lutter contre. Donc voilà. Bref, en tout cas, bravo à tous pour la profondeur de champ de vos solutions. La modularité aussi, l'intégrabilité de vos solutions dans des existants. C'est fini le discours monolithique où il faut tout prendre chez moi et arrêter chez les autres. Et enfin, une autre surprise, une dernière. J'ai pas entendu que vous proposiez vos solutions gérées pour le compte du client. J'ai compris que vous les mettiez dans le cloud. Ok.
j'ai pas entendu le mot SaaS. C'était une surprise. Alors peut-être qu'on a juste pas eu le temps de le mentionner, mais voilà. C'est induit. Oui, c'est... Ça, je veux dire, oui. La solution est SaaS. Après, est-ce qu'il y a besoin d'en parler? Bon. Oui. C'est induit dès lors que c'est dans le cloud. Bon. Quelle maturité! On a de la chance d'avoir des clients aussi matures qui ont tous embrassé ce concept-là. En tout cas, merci pour cette participation, Frédéric. Merci. Voilà, je termine. Voilà, merci à tous en tout cas. Je termine aussi sur notre blog. On essaye chaque semaine de partager ces expériences, solutions et gestion de contenu. Et bien entendu, je vous invite tous à aller sur le site de All4Content. Vous voyez que j'ai mal syndiqué mon image qui est un peu en basse def. Mais tout ça en tout cas pour vous dire que l'ensemble du contenu, vous le retrouvez sur, bien entendu, la partie blog aussi de All4Content et l'ensemble des informations. Et bien entendu, un très grand merci à tous pour votre implication dans cette conférence sur la gestion du contenu des marques. Merci Fred, merci Marc. Merci. À bientôt. Merci. All4Content 100% digital, une production Dot Events et Broadcast Associés.